Or, le coaching, il est issu du capitalisme, il est issu d'une logique marchande. Alors je dis ça sans forcément critiquer la logique marchande, et c'est pour qu'on sache que ce n'est pas de la psychologie, c'est le fait de maximiser l'efficacité de ces relations dans le domaine du travail, et dans le domaine amical, et dans le domaine amoureux, et dans le domaine familial. C'est-à-dire que le coaching va faire en sorte qu'on ait des objectifs, on trouve les moyens, on les met en place et on aboutit à ces objectifs. Bienvenue dans The Happy Rise, un espace de joie, un espace libre où on parle de joie, bien sûr, comment élever sa joie au quotidien, et puis également d'amour. Donc notre cœur a besoin d'amour, donc de joie et d'amour. Et aujourd'hui, je suis très heureux de recevoir donc Saverio Tomasella pour la deuxième fois. Oui, merci. Comment vas-tu, Saverio? Je vais très bien et je suis très heureux de te retrouver. Alors aujourd'hui, nous avions l'intention de parler de ce nouvel ouvrage qui s'appelle Amour Fusion. Donc Saverio, je sais que tu as déjà écrit un livre une dizaine d'années sur les relations fusionnelles. Donc quelle était un peu ta démarche et ton envie que tu avais envie de modifier dans ce premier livre? C'est un cas de figure intéressant parce que dans les deux cas, c'est l'éditeur, en l'occurrence Erol, qui m'a proposé d'écrire un livre sur les relations fusionnelles. Il y a 10 ans d'intervalle. Donc c'est pas un projet qui vient de moi. Je réponds à une commande et dans ce cas-là, je suis particulièrement attentif à essayer de répondre à la demande qui m'est faite. Et il y a une dizaine d'années, je me suis appuyé sur les difficultés que rencontraient les personnes qui sont très fusionnelles ou très proches de leur compagne, de leur compagnon, ou dans une famille, quel que soit le type de relation. Et c'était un livre qui était beaucoup plus proche des dépendances affectives, des difficultés liées aux dépendances affectives. Et quand le livre est sorti, qui s'appelle Les relations fusionnelles, et que je suis passé à la radio et à la télévision, à chaque fois, il y avait des personnes qui témoignaient et qui disaient qu'elles vivaient très bien leur relation fusionnelle. Moi, j'étais là plutôt en psy qui vient faire un peu la leçon en disant voilà ce qu'il vaut mieux pas faire ou comment s'en sortir quand on est trop fusionnel. Et j'ai été vraiment surpris et, et intrigué, interpellé par toutes ces personnes qui disaient bien vivre leur relation fusionnelle. Et je me suis dit, bon, en tant que chercheur, je suis passé à côté de quelque chose. C'est-à-dire que je me suis focalisé sur ce qui n'allait pas et j'ai complètement oublié qu'il y a toute une partie de la population qui vit très bien ses relations proches. Donc je me suis dit, si c'est possible, j'aimerais bien réécrire sur ce thème. Et puis, spontanément, 10 ans plus tard, le même éditeur m'a proposé de réécrire quelque chose sur les relations fusionnelles. Et là, j'ai dit, à la seule condition que je me focalise sur les bons côtés des relations fusionnelles. Donc ça, c'est la première différence. Et là, je parle de ce qui est bon dans la fusion. Et la deuxième chose, c'est que j'ai encore plus pris de distance avec le mot fusion, même si je l'utilise parce que c'est le mot de l'éditeur, le mot des journalistes. Mais j'essaye de vraiment dire que pour moi, le mot fusion n'est pas forcément le plus juste. Et ce dont je parle, c'est la communion, l'osmose, l'union, l'unité, la syntonie, l'harmonie, la proximité, tout ce qui fait que nous vivons bien des relations très proches, très intenses et très importantes pour nous. Donc tu as voulu, si je comprends bien, tu as voulu rééquilibrer les choses parce que tu n'avais qu'un angle de vue il y a 10 ans. Donc tu as, et même en parlant d'amour, la palette est très large parce que tu ne parles pas que de l'amour, relation entre deux humains, mais au sens large, on le verra dans la conversation. Et tu disais fusion, mais fusion c'est un changement d'état aussi, donc communion, donc ça veut dire, enfin la fusion, ça veut dire quand même qu'il va y avoir quelque chose de nouveau aussi dans la relation. Tout à fait, la fusion, c'est vrai que le mot est intéressant parce qu'il y a ce changement d'état qui arrive quand une relation est très intense, quand une relation nous transforme, nous perturbe, nous bouleverse, nous touche et nous trouble, tout ça à la fois. Et ça peut arriver en amour, en amitié. Quand on a des enfants, l'arrivée d'un enfant peut provoquer une relation de type amoureux, c'est-à-dire qu'on a une espèce de coup de foudre pour le bébé, on ne pense qu'à ce petit personnage-là, et ça devient une relation extrêmement forte, mais ça peut être aussi avec le travail, ça peut être avec la nature, c'est-à-dire que cette fusion, ce changement d'état en nous et dans notre façon d'être en relation avec cette personne ou cette réalité, c'est une transformation qui est induite par la rencontre. C'est pas quelque chose qu'on a voulu, donc c'est quelque chose qui est plus de l'ordre de la passion. Ce mot faisant extrêmement peur aux philosophes et un certain nombre de psychologues ou de coachs, parce qu'on perd le contrôle, et c'est justement ça qui m'intéresse. Quand je suis allé chercher ce qui se passe, c'est
Qu'est-ce qui fait que finalement, on aime ça, perdre le contrôle, lâcher prise, être dépassé, débordé, et se laisser transformer par une rencontre et une relation. Donc ça veut dire qu'on est à l'affût, comme l'addiction, de cette volonté de s'y perdre dans cette fusion. C'est ça? Oui, en fait, dans notre système nerveux, il y a une part de nous qui aime l'excitation, qui aime l'euphorie, qui aime les sensations fortes et qui aime perdre la tête. Donc on le fait par un certain nombre d'enivrements, euh, oui, qui sont relationnels ou qui sont d'autres ordres, mais le vin, par exemple, hein, ou la bière peuvent apporter ça, mais ça peut être aussi le vent, ça peut être une pratique sportive intense et nos relations, parce que dans nos relations, il y a des facteurs qui vont apporter une certaine forme d'ivresse ou d'euphorie qui est extrêmement agréable. Donc l'amour, ça veut dire aussi d'aller chercher cette quête. C'est une quête vers cet abandon, hein, donc de s'y perdre, hein, pour pouvoir peut-être mieux s'y retrouver. Oui, s'y perdre pour pouvoir se découvrir à travers ce moment d'incontrôle et probablement effectivement plus tard se retrouver ou se trouver autre, tout en se retrouvant. C'est-à-dire il y a ce jeu aussi qu'on joue dans nos relations, d'être révélé par la relation ou par l'autre ou par les sentiments qu'on y vit, euh, se découvrir dans de nouvelles facettes de soi et, comme j'ai pu en parler dans d'autres livres, ouvrir sa conscience. Toutes ces relations-là, elles élargissent notre conscience. Elles sont vraiment, comme tu le disais en introduction, ce qui va nous permettre d'être dans la joie, dans l'amour, et dans l'amour de la joie ou la joie de l'amour. Donc il y a quand même un changement d'état, hein, Il y a un parce que là- changement d'état. Donc là, on peut parler de fusion. Et alors, ce que j'ai découvert dans ce deuxième livre, que j'ai trouvé passionnant grâce à Edith Wharton et son livre sur les rives de l'Hudson, qui est vraiment un livre fabuleux sur les relations fusionnelles, ou en tout cas les relations très proches, c'est qu'elle explique que ce changement d'état, cette fusion, elle a d'abord lieu en nous-mêmes. Et ça, j'ai trouvé ça passionnant parce que les coachs, les psys, les philosophes qui crient au scandale quand on valorise la fusion en disant oh, surtout pas, jamais de fusion, ils ont peur de l'idée imaginaire que la fusion, ça pourrait devenir l'autre, se fondre dans l'autre. Et ça n'est pas possible. Je ne peux pas devenir quelqu'un d'autre. Je suis moi-même, même si je ne vis une relation extrêmement forte. Donc cette fusion, je me suis rendu compte grâce aux autrices et auteurs, grâce aux romancières et aux romanciers, et notamment à Edith Wharton, que cette fusion, elle a lieu à l'intérieur de nous. Quand on dit « tu me fais fondre », c'est moi qui fonds à l'intérieur de moi-même. Et dans le sentiment amoureux, amical ou dans toutes ces expériences d'expansion, cette transfusion, cette transformation de fusion intérieure, elle se passe en moi. Donc ça veut dire que ça reste une projection, puisque c'est la projection qu'on peut faire aussi de Oui, la fusion. voilà. Ce que je vis en moi, je peux le projeter dans ma relation à l'autre. Alors, il y a dans les relations extrêmement proches, il peut y avoir imaginairement l'impression de se fondre à l'autre. Et c'est particulièrement vrai dans la sexualité, dans la relation amoureuse et la sexualité. On peut avoir l'impression de se fondre dans l'autre. Mais d'abord, ce sont des moments privilégiés. Et ensuite, ça n'est pas une réalité physique. C'est de l'ordre de comment notre imaginaire se mélange à nos impressions et nos sensations pour donner une espèce de nouvelle réalité qui justement est enthousiasmante, où dans cette nouvelle réalité imaginaire, ou en tout cas où l'imaginaire prend une grande place, on peut avoir l'impression de fusionner avec l'autre. Alors dans le sous-titre, hein, il y a une promesse, hein, quand même. Faire durer l'intensité des sentiments. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce qu'on peut faire vraiment durer? Comment on fait pour faire durer et puis l'intensité de ces sentiments? Maintenant, je dis que contractuellement, les éditeurs sont responsables du titre et du sous-titre et de la couverture. Donc, ce sous-titre ne vient pas de l'auteur. C'est vraiment la promesse marketing de l'éditeur pour que le livre paraisse intéressant, attrayant dans les librairies. Donc, c'est pas vraiment mon propos dans le livre. Alors comment tu l'aurais formulé? Je ne sais pas, moi, si on peut faire durer l'intensité des sentiments. C'est une question qui reste ouverte et qui m'intéresse, à laquelle d'ailleurs on va essayer de répondre, puisqu'on en a un peu parlé avant. Je ne sais pas si on peut faire durer l'intensité des sentiments. Ce que je perçois chez mes patientes et mes patients et chez mes amis ou dans mes relations personnelles, c'est qu'on aimerait faire durer l'intensité des sentiments. Moi, je dirais plutôt, toutes nos relations fortes sont précieuses. Moi, c'est ça vraiment mon propos.
Prenons vraiment conscience que nos relations amoureuses, amicales, familiales, professionnelles, avec la nature, avec l'invisible dans certaines formes de spiritualité au sens le plus large possible, toutes ces relations fortes et intenses sont précieuses. Et on a intérêt à les cultiver, à les développer, à les préserver, à en prendre soin. Mon propos, il est plus là. Alors après, c'est vrai qu'il y a des moments d'intensité dans ces relations-là, mais aussi il y a des moments avec peu d'intensité, ça reste des relations intéressantes. Donc j'ai pas tellement envie d'insister sur l'intensité, même si j'aime ça, personnellement, et je sens que je ne suis pas le seul. Mais la relation, quand elle est précieuse à tout moment, même si elle n'est pas intense. Donc ce serait plutôt comment prendre conscience de l'importance de ces relations, comment les préserver, les développer, les cultiver comment dire, les renouveler. Ne pas s'installer dans une relation. Se rendre compte qu'on a besoin tout le temps de faire preuve de créativité, d'écoute et de se laisser surprendre. Donc ça veut dire quelque part aussi savourer la relation. Mm. C'est-à-dire, on prend toute la quintessence à chaque moment, parce qu'on ne sait pas combien de temps ça va durer, en fait. Et puis, on est deux dans Tout ces à cas-là. fait. Donc on n'est pas à la place de l'autre, comme tu le disais justement, on ne peut être qu'à sa place. Donc du coup, la relation, elle est quand même entre les deux. Alors j'aime beaucoup savourer. Vraiment, cette proposition de savourer, moi je l'emploie beaucoup dans mes séances ou dans certaines méditations. Et je trouve que dans la vie, souvent ce qui nous manque, c'est du temps pour savourer ce qu'on est en train de vivre, même si c'est quelque chose d'extrêmement simple. Donc savourons, oui. Et puis, tu as raison sur la durée. C'est un facteur qui nous échappe et auquel on n'a pas forcément besoin de s'accrocher. Souvent les gens, et ça peut les rendre dépendants. C'est pas forcément de la fusion ou dans le sens de ce qu'on dit aujourd'hui de la communion. Ça peut rendre dépendant ou le fait de s'accrocher à l'autre quand on veut absolument que ça dure, plutôt que de savourer ce qui se passe entre soi et l'autre et à l'intérieur de soi-même dans cette relation-là, en bénéficiant, en profitant de ce qu'on savoure là, tout en laissant ouvert l'avenir. On verra bien. Bien sûr, donc c'est savourer l'intensité, principalement, plutôt que la durée, et puis parce qu'on sait qu'on est dans une impermanence constante. Tout à fait. Donc, alors, pour revenir à ton processus d'écriture, ce qui m'intéressait aussi, puisqu'on s'intéresse à toi, hein, pas qu'au sujet, hein, donc page 144, on peut retrouver, tu aimes inlassablement revenir à l'écoute de tes semblables, ces êtres de chair et d'os au cœur battant, que ce soit dans ton cabinet ou lors des enquêtes qui précèdent l'écriture de tes livres. Ces témoignages sont le reflet le plus sûr de la réalité telle qu'elle est vécue, dans son immense et surprenante diversité. Comment fais-tu entre ton intuition, tes patients, etc., pour récolter ces témoignages et puis les répartir suivant les thématiques des livres? Alors, déjà, ce que j'aimerais préciser par le début de ta question, c'est que ça fait plus de 30 ans que je suis psychologue psychanalyste et je ne me suis jamais considéré comme un expert. Même si c'est le mot qu'emploient les journalistes quand ils interviewent quelqu'un, ils nous étiquettent experts. Je ne me suis jamais considéré comme un expert. Je me suis toujours considéré comme un être humain à l'écoute de ses semblables. Donc j'ai commencé ça il y a plus de 30 ans dans mon cabinet, avant même de commencer à écrire des livres psy. Et je ne sais rien. J'ai mon expérience de la vie et de la thérapie, puisque j'ai moi-même été très longtemps en thérapie, mais je ne sais rien. J'ai beau avoir étudié la psychologie, appris la psychanalyse, je continue à me former sur diverses formes de psychothérapie. Ça, c'est ma formation à moi. Mais je ne sais rien. Et donc, quand j'écoute mes patientes et mes patients, ou quand j'écris un livre et que j'ai envie, parce que maintenant ça fait plus d'une dizaine d'années que je mène une enquête avant d'écrire le livre, pour ne pas simplement m'appuyer sur des patients et des patientes, et ceux qui viennent me voir moi, mais avoir un spectre beaucoup plus large de personnes qui peuvent me donner justement des informations inattendues sur le thème que je traite, sur mon thème de recherche. Donc, je pars comme ça en quête de personnes qui sont intéressées par ce thème, des personnes variées, d'âges variés, hommes et femmes. Dans nos cabinets, nous les psy, on a plus de femmes que d'hommes, même si on a aussi des hommes, on a plus de femmes. Donc j'essaye aussi d'avoir des hommes dans les personnes que j'enquête. Mais là encore, les hommes sont plus difficiles acceptent plus difficilement de répondre aux enquêtes. Et je pose des questions qui vont me permettre d'avoir une première matière sur le thème que je traite. Et je lis toutes les réponses, je me laisse m'en imprégner, je laisse ça mijoter ou cheminer en moi,
Et après, je définis le plan du livre. Une fois que j'ai défini le plan du livre, je vais chercher des romans, des films, des documentaires, un autre matériau qui vient pas de mes contemporains ou de mes patientes et de mes patients, mais qui va venir me toucher de façon plus émotionnelle. Et enfin, au moment où j'écris, si je sens que j'ai besoin de préciser une idée avec quelque chose qui s'est passé pour une de mes patientes ou un de mes patients, alors à ce moment-là, soit je demande un témoignage, parce que parfois je préfère que ce soit leurs mots, soit je sais exactement ce que je veux dire et je retrace un moment de leur thérapie ou une séance de leur thérapie. Je fais appel à mes patients et mes patientes vraiment très précisément pour illustrer quelque chose au moment de l'écriture. Alors que tout le reste, c'est un peu ma tambouille avant l'écriture. Ouais, c'est le travail préparatoire Oui, d'enquête, bien sûr, et tu vas aller chercher d'autres indices quand tu en as besoin. Euh, Ça me revient aussi une formule hein, tout ce que je sais, c'est que je ne sais rien. Hein, tout à on fait. l'avait Socrate. longuement parlé, Socrate, voilà. Longuement parlé aussi dans un interview d'Alexis Kouache. On peut regarder dans les différentes conversations de la chaîne The Happy Rise. Tout à fait. Donc on en revient là. Et d'ailleurs, tu as eu l'humilité aussi de dire que ton livre d'il y a 10 ans est très différent aujourd'hui puisque tu as enrichi le regard et que tu as une manière holistique aussi. Donc avoir cette vue, enfin sur l'amour, un regard beaucoup plus complet qu'il y a 10 ans. Oui, c'est important parce que ça veut dire qu'humainement on évolue, qu'on apprend de plus en plus et que on peut se tromper. Et peut-être que dans le livre d'il y a 10 ans, je me suis trompé, mais j'ai surtout été beaucoup trop limité. J'étais focalisé sur les problèmes et notamment des problèmes assez forts, des problèmes majeurs de certaines relations avec des dépendances affectives. Alors que là, dans une humilité plus grande, parce que je pense que j'ai toujours essayé d'être dans une démarche humble de découverte du vivant, de l'humain, etc. Mais en vieillissant, je deviens plus modeste et plus humble, et je me suis dit, mais je vais vraiment laisser la parole aux autres. Et je suis souvent en rogne, révolté par les psys ou les coachs qui nous font qui nous font la morale, qui nous donnent des leçons et qui se présentent à la radio, à la télévision, ou dans leurs livres ou dans la presse, comme étant des personnes qui savent et qui vont nous dire ce qu'il faut faire, comment il faut penser, comment il faut procéder, etc. Non, personne ne peut nous dire, personne n'est à notre place, personne ne vit ce que nous vivons. Et moi, je préfère donner des repères à travers des témoignages ou des romans, des films, etc., pour que chacune et chacun trouve ses propres ses repères personnels, les pistes où il a envie d'explorer, et que ça reste un chemin très libre pour chacune et chacun. Donc ce n'est pas un travail de moralisateur, c'est un travail de donner des clés pour pouvoir explorer soi-même aussi cette expérimentation d'amour dans notre vie. Tout à fait. Et si on parle des coups de foudre, parce que c'est vrai qu'il y a le coup de foudre, donc c'est encore un aspect avec et quelquefois après le coup de foudre, on peut être aussi, on peut avoir des désillusions sur l'image qu'on pouvait imaginer aussi de la relation et de l'amour qu'on pouvait avoir. Est-ce que tu peux nous en parler? Alors déjà, il y a des relations osmotiques, des relations extrêmement syntoniques et proches qui ne commencent pas par des coups de foudre. Je tiens à le préciser pour que on ne soit pas dans le cliché que la relation fusionnelle ou la relation très intense, ou la relation qui fait un peu rêver tout le monde, ça commence par un coup de foudre. Ça peut, mais ça peut ne pas commencer par un coup de foudre. Alors quand il y a un coup de foudre, c'est très agréable. Parce que là, on est en ébullition, on est dans l'euphorie, c'est l'effet lune de miel, comme dit Bruce Lipton, qui nous dit qu'à ce moment-là, notre corps, effectivement, va fabriquer un certain nombre d'hormones qui vont nous faire baigner un peu dans cette euphorie longtemps, pas simplement au moment de la rencontre, mais ça va durer des jours, des semaines, parfois des mois. Et effectivement, à un certain moment, on va se rendre compte que la personne qu'on a idéalisée, alors c'est rare qu'on idéalise complètement quelqu'un. On part toujours d'éléments de la réalité. On va partir de quelque chose de physique, que ce soit un aspect du corps ou une façon de regarder, une façon de parler, les intonations de la voix, une odeur, un contact de la peau, enfin toutes sortes de choses qui nous semblent agréables. Et à partir de ça, ou des propos qui ont été échangés, on va tricoter extrêmement vite, à la fois émotionnellement et mentalement, on va tricoter cet idéal du coup de foudre, qui nous permet de justement leurrer un peu le cerveau, pour faire durer le coup de foudre le plus longtemps possible, parce que comme c'est agréable, on n'a pas envie de s'en passer trop tôt. Et puis la réalité vient buter contre cet idéal, un peu le fissurer, le fêler, et
un jour ou l'autre, on se rend compte que l'autre n'est pas aussi parfait que ce qu'on croyait. Et ça, c'est un moment intéressant. Alors, il y a des personnes qui peuvent laisser tomber la relation en disant « Oh non, l'autre n'est pas aussi idéal que je le voudrais ». Mais moi, je trouve que c'est un moment intéressant parce que c'est justement là qu'on va se rendre compte que, eh bien oui, l'autre est humain, imparfait ou imparfait, et on peut continuer le chemin de la relation, qu'elle soit amicale, amoureuse ou autre, avec cette imperfection, car de toute façon, si moi je me rends compte des imperfections de l'autre, l'autre est aussi en train de se rendre compte de mes imperfections, et on peut négocier quelque chose par rapport à ça, on peut créer quelque chose de bon, eh bien qu'est-ce qu'on fait maintenant? La deuxième étape. Deuxième étape, et on peut continuer. Donc, et enrichir une fusion, mais différente. Différente. Une nouvelle fusion. Est-ce que cette recherche de fusion, c'est aussi une recherche d'unité, que ça peut être de l'enfance, ça peut être aussi donc une quête spirituelle du tout? Je pense que pour une part, oui. Et pour une part, on cherche la forme d'unité fondamentale ou fondatrice qu'on a pu vivre avec une personne de notre entourage quand on était tout petit. Ça peut être la Pas mère. forcément sa mère. Alors ça peut être la mère, souvent c'est la mère. Ça peut être la mère, ça peut être le père, surtout maintenant qu'il y a des pères qui s'engagent beaucoup plus dans la relation avec leur tout petit. Avant, les pères attendaient que l'enfant parle ou marche, puisse jouer. Maintenant, il y a des pères qui s'investissent beaucoup plus, enfin, dès la naissance dans la relation avec l'enfant, ou même avant la naissance, avec l'autonomie. Donc ça peut être la mère, ça peut être le père, mais parfois il y a une espèce de loupé avec la mère ou avec le père, soit parce que les parents sont absents, soit parce qu'ils ont des gestes machinaux ils prennent soin de l'enfant, mais ils sont pas vraiment là. Donc ça peut être avec la grand-mère, avec le grand-père, ça peut être avec une grande sœur ou un grand frère. Et puis si ça ne s'est pas vraiment passé avec un membre de la famille, ça peut aussi se passer avec les premiers grands amis de l'école maternelle ou de l'école primaire. Donc effectivement, dans le coup de foudre, dans la relation intense, dans la relation fusionnelle, on va chercher cette qualité d'osmose plus que d'unité, puisque là encore, unité, ça pourrait faire croire que on ne forme qu'un. Alors, en psychanalyse, on a un terme un peu jargonneux qui est l'unité duel, pour bien faire comprendre qu'entre le parent et le bébé, il y a les deux personnes, mais que le bébé est très très proche du parent parce qu'il en a besoin. Donc oui, on va chercher quelque chose comme ça. Mais au-delà de cette première unité duel ou de cette première osmose qu'on a vécue, ou de ces premières osmoses, parce que parfois c'est avec plusieurs personnes qu'on a pu vivre dans la toute petite enfance, on a cette quête d'unité au sens spirituel, de faire un avec le tout, avec le grand tout, d'avoir un sentiment océanique. Et la relation amoureuse, la relation amicale, et parfois la relation père-enfant ou mère-enfant, nous permet de vivre cette osmose du sentiment océanique. Et là, c'est pas forcément qu'on va être en communion seulement avec l'autre, mais c'est qu'à travers mes sentiments d'amour et de joie, pour reprendre le thème de ton podcast, à travers ces sentiments d'amour, de joie, d'euphorie, de jubilation et d'expansion de conscience, à travers ce que je vis avec l'autre, je sens ce sentiment océanique, cette communion avec l'infini. Et dans les relations très réussies, qu'elles soient amoureuses ou amicales, l'autre nous en parle aussi. C'est-à-dire à certains moments où on va sentir ce sentiment océanique ou ce bain dans l'infini, cette communion avec le cosmos, l'autre va dire quelque chose, il dit « Ah tiens, on est vraiment en phase ». Donc finalement, la relation dite fusionnelle, c'est une relation syntonique, on résonne avec l'autre, on est en phase avec l'autre, on est en harmonie. Donc on est au moins trois, les deux plus le cosmos. Au moins. Mais oui, c'est ça, tout à fait. Tu évoques aussi le lien social aussi. Tu as la théorie polyvagale qui est quelque chose de cher chez toi. Est-ce que le système nerveux aussi influence notre manière d'aimer et de communiquer avec l'autre? Oui. Alors là, ce qui est intéressant, c'est que il y a des années, il y a très longtemps, j'ai commencé à parler de contagion émotionnelle. Et c'est vrai que dans les relations très proches, la contagion émotionnelle est particulièrement forte et rapide. C'est-à-dire que quand on est très proche de quelqu'un, sa joie va nous rendre joyeuses ou joyeux, sa tristesse pareillement, triste ou affligé, sa colère peut déteindre sur nous. Parfois on se sent en colère alors qu'on ne l'est pas soi-même. Et si on a fait quelque chose qui met notre ami, notre compagne ou notre compagnon en colère, on peut se sentir en colère. C'est pareil pour la peur. Toutes ces émotions sont contagieuses dans les relations, particulièrement dans les relations très proches. Et je me suis rendu compte qu'il y avait un soubassement à ça qui est
qui vient justement de la théorie polyvagale, enfin que la théorie polyvagale explique, et qui vient de notre système nerveux autonome. C'est que avant même que nous soyons contaminés par l'émotion de l'autre, nous allons être touchés, informés par l'état de son système nerveux autonome. En fait, cette communication, cette communion d'informations, elle est encore plus rapide que la communication émotionnelle. Donc, si l'autre est dans un état de calme, de confiance, de curiosité, de créativité, d'ouverture, ça va favoriser en moi cet état d'ouverture, de disponibilité, de confiance, de créativité et de curiosité. Si l'autre, en revanche, est dans un état de mobilisation, d'activation, de stress, de je dois fuir ou je dois combattre parce que je suis face à une menace, ça va induire en moi, même inconsciemment, un état proche d'activation et de mobilisation. Et si l'autre est dans un état de sidération, de torpeur, d'immobilisation, voire de dissociation, ça va induire quelque chose de ce malaise-là, de cette torpeur ou de ce figement. Et tout ça va colorer, va influencer ma façon d'être en relation avec l'autre. Et quand on a conscience de ça, et qu'on connaît la théorie polyvagale et qu'on a conscience de l'état dans lequel on est soi-même, on peut réajuster ce qui se passe en nous pour favoriser l'état d'ouverture, de disponibilité, de créativité dans la relation, ou si on n'arrive pas à le faire, au moins prévenir l'autre. Attention, peut-être pas attention, mais je préfère t'informer que là, je suis stressé parce que j'ai vécu telle ou telle chose et que je n'arrive pas à sortir de cet état. Donc, si tu te sens pas très bien avec moi, ne t'inquiète pas. Ou alors, si tu te sens en colère, voilà, c'est plutôt ma colère. Pareil pour la tristesse ou la peur. Et si on se sent sidéré ou immobilisé ou scotché, comme on peut dire, ou sans mots, on ne sait pas quoi faire, on peut dire, ben voilà, je suis sous le choc de telle nouvelle ou j'ai vécu quelque chose qui m'a éberlué. Et comme ça, l'autre ne s'inquiète pas de ce qui se passe en nous, croyant que peut-être ça pourrait venir de quelque chose qu'il a dit ou fait. Mais à l'inverse, donc tu veux dire que ton partenaire, ta partenaire, va avoir une influence sur ton état. Mais toi, comment tu peux te décoller de ça pour pouvoir être aidant pour lui ou pour elle, pour être disponible? Alors, décoller est un mot très juste, parce que justement, c'est ça qui est important. Et à un moment du livre, je parle de la diffusion au sens de la thérapie ACT, qui est une thérapie cognitive, où on essaye de défusionner de ses pensées, on essaye de défusionner de ses émotions, et effectivement, le fait de se décoller de ce que vit l'autre va permettre non seulement de ne pas être happé dans cette difficulté, mais va nous permettre d'aider beaucoup mieux l'autre. Alors que si on est dans une empathie primaire, par exemple, où on est simplement dans la résonance immédiate, on ne fait que renforcer, amplifier ce qui se passe pour l'autre. Donc, si j'arrive à décoller, je trouve que cette image... Comment on fait? Oui, on va essayer d'en parler. Si j'arrive à décoller, à me décrocher, à faire un pas de côté, à prendre du recul, de la distance, je vais pouvoir aider l'autre. Alors, comment on fait? La première chose, c'est de prendre conscience que je suis en train de coller. D'accord. Parce que je suis happé, mais je trouve que coller, c'est une bonne image. Je suis happé, je suis absorbé, je suis, comme quand il y a un courant d'air, je suis attiré par l'état physiologique, donc le système nerveux autonome de mon partenaire ou de ma partenaire, ou de mon ami, qu'elle soit un homme ou une femme. Je suis happé par son système nerveux autonome, l'état de son système nerveux autonome, et dans la résonance, pour essayer de prendre des images plus précises et de les différencier, et dans la résonance émotionnelle de ce qu'elle est en train ou de ce qu'il est en train de vivre émotionnellement. Donc je prends conscience de ça et je fais quelque chose pour m'en défaire. Alors ça peut être « Oh, je te sens très énervé ou très accablé », enfin on essaie de mettre des mots à partir de ces ressentis, pas des mots qui viennent du mental parce que là on pourrait blesser l'autre, mais vraiment des mots à partir de ressentis corporels pour essayer de décrire ce qui se passe, ou alors je sens quelque chose en moi qui n'était pas là avant que tu arrives. Est-ce que ça fait écho en toi? C'est-à-dire qu'on lance une espèce de discussion sur la prise de conscience de ce qui se passe pour la personne qui nous a happés dans sa difficulté. Et là, la personne va pouvoir préciser ce qui se passe. Oui, effectivement, je voulais pas t'en parler pour pas t'embêter, mais je viens de vivre un conflit avec quelqu'un, ou j'ai été témoin d'une scène qui m'a choqué, ou toute autre chose d'ailleurs. Et ça permet
à la personne de dire ce qu'elle a vécu. Donc, elle, c'est elle, moi, c'est moi. Comme dans la formule de Montaigne, parlant de la Boétie, parce que c'était lui, parce que c'était moi, qui dit l'évidence de leur amitié, qui était une amitié passionnelle et fusionnelle, on peut le vivre dans l'autre sens. C'est-à-dire que ce qui nous attire, c'est aussi ce qui va nous permettre de nous détacher, de nous décrocher pour nous singulariser, pour nous séparer. Donc, quand la personne dit ce qui la trouble, eh bien, c'est elle qui est troublée. Et là, je peux dire, ah, maintenant, je comprends, ça ne vient pas de moi, ça ne me concerne pas, et comment je peux t'aider? C'est très clair. Donc ça passe d'abord par le corps et ensuite c'est la parole qui va permettre ce décollement et pouvoir avancer et être aidant. Parce que la fusion, c'est bien, mais c'est vrai que Ça peut être difficile dans ces cas-là. Voilà. Alors, si vraiment l'enjeu est très fort, on peut avoir besoin à un moment de changer de pièce. C'est-à-dire que si malgré la discussion, l'autre continue à être dans son tourment ou son tourbillon, on peut lui dire, bah, écoute, là, moi je vais faire une pause, aller marcher, aller dans une pièce à côté, écouter de la musique. Alors, en séance, on propose aussi des mouvements qui permettent de réguler le système autonome en relançant l'activité du nerf vague ventral. On peut aussi aller faire ça dans une pièce à côté et on se retrouve dans 5-10 minutes ou un peu plus si on sent que ou alors, est-ce que tu pourrais pas appeler quelqu'un d'autre ou prendre du temps pour te poser avec ça? C'est-à-dire que parfois la discussion va pas être suffisante, on a besoin d'un détachement physique qui n'a pas forcément besoin d'être long, hein, d'un détachement physique pour que chacun revienne à soi-même. Donc c'est d'être relié, mais sans s'oublier non plus. Donc est-ce qu'on pourrait appeler ça aussi de la fusion consciente? Comment tu pourrais Oui, vraiment la définir? oui, c'est de la fusion consciente, c'est de la relation consciente. Donc la relation consciente et la fusion consciente, c'est je ne savoure que les bons moments de la fusion ou de la communion ou de l'osmose, mais quand on sent que ça n'est pas bon pour l'un ou pour l'autre ou pour la relation, on fait en sorte de se défusionner, de se séparer. Les bonnes relations sont des relations en respiration. C'est-à-dire qu'il y a des moments de rapprochement, il y a des moments de contact qui peuvent être extrêmement intimes et intenses dans la relation amoureuse avec la sexualité, et il y a aussi des moments où chacun vit sa vie. Et ça, c'est important, qu'il y ait toujours cette respiration. Comme le yin et le yang, il faut les deux Tout aspects, à les fait, le contrastes jour et la nuit, exactement. pour pouvoir s'apercevoir enfin, prendre le recul de la fusion. Et quelle est un peu aussi la ligne rouge, quelquefois, quand on est dans une drogue émotionnelle et qu'on est dans une fusion-dépendance à ce moment-là? Alors, d'expérience personnelle et d'expérience en tant que psychanalyste et psychologue, ce que je voudrais dire, c'est que n'ayez pas peur de la dépendance. La dépendance, elle fait partie du parcours humain, de tout parcours humain. Les bébés et les petits-enfants sont dépendants de leurs parents, de leurs caregivers, comme on disait les anglo-saxons, des personnes qui prennent soin d'elles et d'eux. Donc la dépendance, on la connaît, on la vit et on la retrouve dans nos relations très fortes. Donc n'en ayons pas peur. En revanche, ce qui est important pour nous adultes, alors que ce n'est pas le cas quand les enfants sont tout petits, ce qui est important pour nous adultes, c'est de ne pas s'installer dans la dépendance et de ne pas s'en servir pour que l'autre soit finalement, devienne un protecteur ou une protectrice, un pourvoyeur, quelqu'un qui finalement va vivre les choses à notre place, prendre les décisions à notre place. Ça, c'est le très très mauvais côté de la dépendance. La manipulation. Ou alors ça peut déboucher sur de la manipulation et sur de l'emprise. La ligne rouge, c'est quand la dépendance n'est plus mutuelle et ponctuelle. C'est-à-dire qu'on est même adulte, dans des formes d'interdépendance. Il y a des moments où je dépends de l'autre, ou l'autre dépend de moi. Bon, et pourquoi pas? Et, il n'y a pas de raison de sombrer dans une idéologie de l'autonomie à tout crin et de la non-dépendance absolue ou de l'indépendance absolue. Ça n'existe pas. Ça, c'est idéologique, c'est mental, c'est intellectuel. C'est de connaître les moments où on est en dépendance, d'en être conscient, de se rendre compte, est-ce que ça me convient ou pas? Parce que j'ai mon mot à dire sur les moments de dépendance que je vis. Est-ce que ça me convient ou pas, moi, quand je suis dépendant de l'autre ou quand l'autre est dépendant de moi? Et de négocier quelque chose de plus dans l'interdépendance ou dans l'indépendance relative quand on sent que c'est trop. Donc tout ça, c'est un chemin. Et il ne s'agit pas de qualifier l'autre. Oh, tu es un dépendant affectif, ça veut rien dire.
ni même la relation en disant c'est une relation de dépendance. Bah, allons plutôt explorer qu'est-ce qui est de l'ordre de la dépendance dans notre relation, est-ce que ça s'installe trop ou est-ce qu'un des deux partenaires s'installe trop dans cette dépendance et comment on peut faire pour retrouver plus d'autonomie et plus de respiration. Et comme ça, la relation évolue de façon intéressante et où chacun apprend sur soi-même. Donc à la fois, on va pas idéaliser la fusion, on va pas la Non, diaboliser. ni Il l'un y a ni toujours l'autre. un Voilà. équilibre à trouver, et sans spoiler non plus le livre, mais quelles questions on pourrait se poser pour savoir dans quel dosage on est à ce moment, à un moment précis. Je crois que la grande question, c'est ai-je besoin de l'autre? Si la réponse est positive, c'est qu'il y a de la dépendance. Ai-je besoin de l'autre ou l'autre a-t-il besoin de moi? Ou demander à l'autre, est-ce que tu sens que tu as besoin de moi? Si le besoin, c'est le besoin de l'autre, alors on est dans une forme de dépendance. Ça, c'est la bonne question à se poser. En revanche, nos besoins sont importants. Donc, sortir du besoin de l'autre, c'est préciser des besoins plus concrets et plus partiels, plus circonstanciés. J'ai besoin que tu m'écoutes. Quand je te parle, j'ai besoin que tu m'écoutes. Ça, c'est pas j'ai besoin de toi, globalement, totalement, mais j'ai besoin que tu m'écoutes. J'ai besoin que tu prêtes attention à ce que je dis. J'ai besoin de passer du temps avec toi. Ou j'ai besoin de temps seul. Ces besoins beaucoup plus précis, beaucoup plus circonstanciés, beaucoup plus concrets vont permettre de préciser les contours de la relation en sortant d'une espèce de fantasme ou de croyance que j'ai besoin de l'autre, ce qui n'est pas vrai. Donc c'est vraiment d'être le plus précis possible, Tout le temps. de clarifier en Oui, fait notre propre besoin et ce qu'on attend de l'autre. exactement. En soi-même et dans la relation, comme dans la communication non violente, qui est excellente d'ailleurs pour les relations, notamment les relations amoureuses, c'est tout le temps préciser ce que je constate, ce que je ressens, ou comment ça m'affecte, ce dont j'ai besoin, comment je peux le demander à l'autre, et l'autre peut toujours dire non. Ah oui, tu m'as dit que tu avais besoin d'eux, mais moi je ne peux pas t'apporter ça. Et c'est pas grave. L'autre n'est pas là non plus pour répondre à tous nos besoins. Chacun fait comme il peut, et je ne suis pas là pour répondre aux besoins de l'autre. Si je peux et si je veux, je le fais. Mais sinon, on renégocie quelque chose qui permet à la relation de continuer autrement. Et quelquefois, même si on est dans la fusion ou que les besoins sont exprimés, mais peut-être pas assez écoutés, il peut y avoir des trahisons. Donc, et donc comme un coup de couteau aussi dans cette fusion. Et pourquoi et comment ça se passe dans ces moments-là? Déjà, précisons de nouveau, pour éviter d'être dans le drame, que nous sommes tout le temps déçus, désillusionnés, trahis. Par rapport à nos idéaux, nos attentes, nos demandes, nos besoins même, ou nos désirs, nous sommes en permanence en deçà de ce que nous attendons. Nos parents ne seront jamais, ou n'ont pas été, ne seront jamais des parents idéaux. Nos partenaires et nos amis non plus, nos collègues non plus. Voilà. Donc il y a toujours un sentiment de déception, désillusion, voire de trahison quand on espère énormément quelque chose ou qu'on tient beaucoup à quelque chose dans la relation ou à la relation elle-même, on peut se sentir trahi. Donc il y a ça. Après, et c'est très important parce que ça fait partie des relations humaines et nous avons besoin de le vivre et de l'accepter. Après, il y a la question de la vraie trahison en amour. Parce qu'en amitié, je vois pas trop ce que ça pourrait être trahi, encore qu'il y ait des sentiments de trahison. Bon, ça peut exister, on a fait une promesse, par Ça exemple. peut Oui, puis piquer la copine de son meilleur ami. oui, Enfin, par exemple, voilà. voilà. Donc là, ça rejoint aussi la question de la relation amoureuse. Mais sinon, effectivement, en amitié, on pourrait dire on a fait une promesse à quelqu'un, on ne tient pas la promesse, l'autre se sent trahi. C'est possible, effectivement. Donc, en amour, il y a la question de la fidélité. La question de la fidélité, elle, à mon avis, de mon expérience, elle a besoin d'être posée au début de la relation amoureuse, pas au moment du coup de foudre, mais quand quelque chose s'installe de la relation amoureuse, de parler clairement de fidélité et de savoir si c'est quelque chose d'important pour soi et qui peut faire, comment dire, repère ou fondement dans la relation, ou si au contraire c'est pas important et que la relation se vit autrement. Bon, pour ma part, moi j'ai toujours vécu des relations en posant la fidélité comme quelque chose d'important. Ça ne veut pas dire que j'ai pas été trompé ou trahi, mais bon, ça c'est autre chose. Mais pour moi, dans ma façon à moi de vivre l'amour, c'est important, la fidélité est importante. Et je le pose comme un jalon, un repère important. Mais je connais des personnes qui vivent des relations d'amour sans poser ce repère-là, et la fidélité n'est pas quelque chose qui va
être le socle de la relation. Si ça n'est pas le socle de la relation et que ça a été posé clairement, une autre histoire parallèle à cette histoire-là peut difficilement être vécue comme une trahison. Si elle est vécue comme une trahison, c'est qu'au moment où le jalon de la non-fidélité a été posé, l'autre n'était pas finalement d'accord. Et à ce moment-là, on en reparle. On se dit, ah ben, je t'ai dit que pour moi la fidélité n'était pas importante parce que j'avais peur de te perdre, par exemple, j'en sais rien, ou parce qu'intellectuellement je me disais que oui, bien sûr, ça ne me fait rien, mais dans la réalité, quand ça s'est passé, ça m'a fait mal, et je préférerais qu'on en rediscute et voilà, que la fidélité ou le fait d'être ensemble, parce que fidélité c'est aussi un peu un mot de nos parents et grands-parents, mais que le fait d'être ensemble et de se consacrer l'un à l'autre soit important dans notre relation. Donc on peut toujours renégocier quelque chose qu'on a dit. Après, dans une relation où on a posé la fidélité comme étant un socle important, enfin le fait d'être ensemble et de se consacrer l'un à l'autre comme quelque chose d'important, eh bien oui, on va vivre la trahison, si jamais il y a une autre histoire, dans la douleur du corps, des émotions, peut-être de la surprise ou de la tromperie si ça a été caché. Et puis on va vivre la trahison au niveau, on va dire, éthique, en disant bah tu m'avais promis que tu serais fidèle et puis finalement tu l'as pas été. Et là de nouveau on va renégocier. Est-ce que ça tient pour toi la fidélité ou est-ce que finalement tu n'en es pas capable et tu préfères me dire non, je ne serai pas fidèle? Auquel cas, moi, dans ce cas-là, soit je reste avec toi parce que je t'aime malgré tout, soit je pars parce que ça ne me convient pas. Donc, il ne s'agit pas de poser l'engagement de l'un avec l'autre comme un fait social ou moral absolu qui devrait être présent dans toutes les relations amoureuses, mais comme quelque chose qui se précise, qui se négocie et qui se pose clairement au début de la relation, et chaque fois qu'il y a un questionnement ou un doute à certains moments de la relation. Et cette renégociation permet de continuer la relation, ou pas d'ailleurs, ça dépend des personnes, ça dépend des situations, sur des bases claires. Et dans ce cas-là, on a moins l'impression d'espèce de tragédie grecque en 5 actes au moment de la trahison. Je ne dis pas que c'est facile à vivre et que ça n'impacte pas. On est toujours impacté dans une relation amoureuse par ce que fait l'autre. Surtout si il tombe amoureux ou elle tombe amoureuse de quelqu'un d'autre. Donc on est impacté, mais c'est pour éviter de d'être dans une espèce d'absolu de la relation. Là, ce serait une espèce de fantasme de relation fusionnelle où la vie à côté n'existe pas. Dans notre réalité d'être humain, on peut être attiré par d'autres, par la pensée de quelqu'un d'autre, par le corps de quelqu'un d'autre, par la présence de quelqu'un d'autre, ou par tout ça à la fois. Se poser des questions, l'attirance peut voilà nous troubler et jusqu'où on va, qu'est-ce qu'on choisit, comment ça vient nous travailler, comment on en parle à l'autre si ça nous semble nécessaire. Donc c'est de rester tout le temps humain, conscient. On parlait d'humilité, hein, ben voilà, dans la modestie, l'humilité de ce qu'on est, de ce qu'on vit, d'être franc et honnête, et comme ça la relation, elle a beaucoup plus de chances de se passer au mieux et d'être dans cette unité, dans cette, enfin, on va dire plutôt dans cette syntonie, dans cet accord, voilà un autre mot qui peut remplacer fusion, dans cet accordage entre deux personnes qui est vivant, un accordage qui va évoluer. Donc on n'en reste pas moins faillible, humain. Tous et toutes. Et puis donc la fusion est évolutive, peut être renégociée à tout moment. Exactement. Et d'ailleurs, elle est évolutive en soi. Tu parlais d'impermanence tout à l'heure. Dans une relation longue, qu'elle soit amicale, amoureuse ou autre, on se rend bien compte qu'on n'est pas, même si la relation reste très proche et très intense, on n'est pas enfin, la relation évolue, la fusion évolue, notre façon d'être en relation évolue tout le temps. Tu as aussi une échelle vraiment en prenant de la hauteur aussi, puisque tu vas dans le livre voir au niveau social aussi des tendances qui sont différentes suivant les populations, les structures familiales, hein, donc d'histoire, et en quoi ce type de famille influence-t-elle notre manière d'aimer? Alors c'est parti d'une réflexion que j'ai eue et qui me semble extrêmement importante sur le développement du coaching dans les pays occidentaux depuis, on va dire, une vingtaine d'années, et le fait que le coaching s'est imposé médiatiquement comme étant la voie royale pour tous nos contemporains et toutes nos contemporaines. Or, le coaching, il est issu du capitalisme, il est issu d'une logique marchande. Alors, je dis ça sans forcément critiquer la logique marchande, et c'est pour qu'on sache que ce n'est pas de la psychologie, c'est le fait de maximiser l'efficacité de ces relations dans le domaine du travail,
et dans le domaine amical, et dans le domaine amoureux, et dans le domaine familial. C'est-à-dire le coaching va faire en sorte qu'on ait des objectifs, on trouve les moyens, on les met en place et on aboutit à ces objectifs. Et avant, c'était que dans l'entreprise. Moi, quand j'étais jeune psychanalyste, le coaching se pratiquait uniquement en entreprise. Et puis, est arrivé un moment où le coaching est venu rejoindre le grand public. Maintenant, il y a des coachs de vie, des coachs d'amour, des coachs de ci et de ça, et pas seulement des coachs sportifs. Et donc, cette logique marchande et productiviste, elle a pris la place d'une réflexion de fond beaucoup plus humaine et humanisante de la psychanalyse et de la psychologie, liée, on va dire, finalement à la philosophie et la sociologie. C'est-à-dire que il y a une trentaine d'années, la réflexion qu'on apportait aux gens sur leur existence quotidienne, c'était une réflexion beaucoup plus vaste, beaucoup plus complexe, beaucoup plus nuancée, beaucoup plus subtile et beaucoup moins tendue vers le but de je mets en place des moyens pour atteindre un objectif. Et ça m'a mené à me rendre compte que finalement, même la psychologie dépend d'autres facteurs culturels. C'est-à-dire que, donc, pour le dire plus clairement, Emmanuel Todd, et j'aurais pu partir d'un autre anthropologue et d'un autre sociologue, mais je suis parti de lui parce que j'ai trouvé que sa catégorisation était assez simple pour expliquer ce que je voulais dire. Donc, chez Emmanuel Todd, il y a plusieurs types de familles. Il y a les familles nucléaires, qui sont des familles très individualistes et qui sont les familles anglo-saxonnes et surtout britanniques. On trouve ça aussi en Bretagne et dans la région parisienne et en Espagne et dans toute la Scandinavie, en commençant par les Pays-Bas, même si c'est pas la Scandinavie exacte, mais enfin tous les pays du Nord et le nord de l'Allemagne. En revanche, l'Allemagne elle-même, une partie de l'Italie, ce sont des familles souches, des familles beaucoup plus traditionnelles où ça va être une transmission à l'aîné et surtout au mâle, l'aîné garçon, qui vont être non plus dans le fait de favoriser l'individualisme et l'individualité, mais dans le fait de favoriser la continuité de la famille ou de l'entreprise ou du courant de pensée. Et puis il va y avoir des familles communautaires, et là particulièrement les Slaves, toute l'Europe slave, le Maghreb et le monde arabe. Toutes ces cultures-là sont avant tout des cultures communautaires. Alors je vais parler de la culture slave parce que mon compagnon est slave et je connais mieux cette culture que les autres, culture communautaire. Mais chez les Slaves, il y a effectivement un effacement de l'individualité, non pas une négation de la personne, mais une forme d'effacement au profit d'une harmonie de la famille ou d'une harmonie de la communauté. Et c'est tellement bien fait que dans une famille slave, tout est fait pour que tu te sentes bien, pour que voilà, tu sentes que tu es dans cette famille, même si tu es un membre extérieur comme moi. Dans la famille de mon compagnon, tout est fait pour que je me sente bien, que je me sente accueilli, que on prend soin de moi et que je n'ai pas à me soucier de comment je vais faire les choses. Je suis accompagné. Donc l'individuel est au service de la communauté. Et la communauté au service de l'individuel. C'est-à-dire qu'on ne demande pas non plus à l'individu de se nier, non, chacun peut exprimer ses différences et ses particularités, mais il y a comme une espèce de, oui, je trouve vraiment de tout est fait pour favoriser la vie en commun, mais pas simplement le groupe, chaque individu dans le groupe. Et cette culture-là a donné naissance à des thérapies et à une forme de psychologie qui est centrée sur la relation, sur la qualité de la relation. Et comme par hasard, la communication non violente, la somatic experiencing, la théorie polyvagale, l'internal family system, le système familial intérieur, et la psychanalyse thérapeutique clinique avec Ferenczi, notamment la psychanalyse à l'écoute des traumatismes et qui veut guérir, pas simplement la psychanalyse franco-française lacanienne qui veut expliquer les choses mentalement, mais une psychanalyse clinique à l'écoute de l'autre qui veut aider l'autre à se guérir. Toutes ces approches thérapeutiques les plus efficaces, elles sont issues de cette culture communautaire, à l'origine, slave, puisqu'il y en a certains qui sont aux États-Unis maintenant. Et ça m'a interpellé en me disant, mais finalement, les gens qui sont absolument vindicativement opposés à la fusion sont plutôt des personnes de la région parisienne ou dans un style britannique, où la fusion, oh ben non, pas trop.
C'est-à-dire, oh ben, on va préférer protéger notre individualité. Et que donc, il y a une espèce parfois de fureur, de férocité à défendre cet individualisme. Alors que d'autres cultures ne voient aucun mal à des relations fusionnelles ou des relations très proches. Et ça m'a intéressé parce que je me disais, mais finalement, c'est important que déjà on peut se situer dans une de ces cultures-là en disant, moi je suis plutôt individualiste ou plutôt de culture traditionnelle de famille souche ou plutôt de culture communautaire. Et ça me parle effectivement de me dire, ben, dans la culture communautaire, on va favoriser les relations très proches, les relations dites fusionnelles. Donc ça m'amène aussi la question par rapport aux réseaux sociaux aussi, et à l'individualité, et puis la recherche aussi, comment on peut concilier notre individualité qu'on a dans toute l'Europe, hein, parce que là c'est plus seulement la Grande-Bretagne ou les pays de l'Est, et puis cette peur de l'engagement, ce besoin d'intensité, cette dépendance affective et cette autonomie. euh, Comment on peut concilier ça avec enfin, les réseaux sociaux avec la fusion et ce que tu enfin, étudié. Alors, je pense que les réseaux sociaux favorisent la dépendance émotionnelle. Je ne veux pas dire affective, parce que ce ne sont pas des vraies relations affectives, à moins de connaître une personne dans la réalité avec laquelle on est aussi en contact sur les réseaux sociaux. Mais les réseaux sociaux à eux seuls vont favoriser une forme de dépendance émotionnelle et peut-être même neurologique, c'est-à-dire que il y a eu des procès récemment parce que des familles ont remis en cause Facebook et Instagram comme étant conçus pour rendre les enfants et les adolescents addicts, dépendants des réseaux, et ils ont gagné leur procès. C'est-à-dire qu'effectivement, les réseaux sociaux, et TikTok aussi, hein, font en sorte que, alors je ne vais plus dire nous, parce que moi je suis sorti des réseaux sociaux, et je l'ai choisi, enfin j'y ai été aidé parce que mes comptes ont été piratés, mais après je l'ai choisi en disant non, je ne vais pas recréer de compte, je sors complètement des réseaux sociaux, parce que même si je faisais attention, j'étais tout de même happé par les réseaux sociaux. Et donc il y a quelque chose, alors on a expliqué le réseau de la récompense par la dopamine, le fait que ça nous obnibule, donc ça finit par nous obséder, le fait que le fameux scrolling, quand on déroule les informations, c'est à l'infini, le fait qu'on aime être récompensé ou félicité par les j'aime ou voilà, les likes, tous ces trucs-là, et je dis trucs exprès, sont faits pour créer de l'addiction. Donc effectivement, on va être dans une forme de dépendance cognitive et émotionnelle aux réseaux sociaux qui peut créer de fausses dépendances virtuelles avec des personnes qu'on ne connaît pas. On a vu des épanchements amoureux ou des enflammements amoureux ou amicaux avoir lieu sur Facebook ou sur Instagram parce que ça crée cette espèce d'euphorie, d'excitation, de transport, tout ça, hein, euphorie, excitation et transport du coup de foudre, et qu'on a l'impression finalement de vivre une espèce de pseudo relation amoureuse, ou en tout cas une relation passionnelle qui pourrait sembler fusionnelle, mais on fusionne avec rien du tout d'autre qu'avec son écran et les pixels sur l'écran. Donc c'est important de poser la question, c'est-à-dire que oui, on peut être dans une forme de dépendance, mais ça n'est pas une relation réelle, et donc les mécanismes neurobiologiques et émotionnels de la dépendance sont là, et derrière c'est du vent. Donc les symptômes y sont, Oui. mais la désillusion, comme donc on a du mal à s'y décoller hein, de cette, c'est vrai de ces réseaux, etc. Donc c'est important de ce type de livre-là pour avoir des outils aussi qui permettent d'en prendre conscience et de pouvoir se décoller de toute fusion si elle est trop dépendante. Oui, et je rajouterais que plus on est dans la fusion virtuelle des réseaux sociaux ou des médias, plus on a intérêt à vivre de vraies relations humaines fusionnelles et proches, parce que en transposant la dépendance dans une relation réelle avec un autre humain, on va pouvoir négocier cette dépendance et la faire évoluer vers moins de dépendance dans la réalité humaine. Alors que si on reste dans la réalité virtuelle, on ne peut pas. Comme il n'y a pas d'humain en face, personne ne nous aidera à sortir de cette dépendance-là. À part un thérapeute, hein. C'est vrai, mais on parle quand même aussi d'intelligence artificielle qui peut challenger
donc l'individu. Comment rester aussi serein par rapport à ces évolutions-là, ou des personnes qui préfèrent avoir des consensus avec un robot intelligent qui va toujours aller dans son sens, mais le challenger très très gentiment en fait. Il n'y a pas cette confrontation. Donc comment tu vois cette évolution de personnes qui ne sont pas dans une relation affective, mais qui vont chercher une intelligence artificielle qui va lui dire tu es belle ce matin, tu es beau, dès le premier jour, enfin dès le matin, donc une relation virtuelle finalement. Alors, pour que je sois au courant, parce que je ne suis pas très au courant de l'intelligence artificielle, il y a des robots de calcul, parce que c'est du calcul, l'intelligence artificielle. Il y a des robots de calcul artificiel qui disent ça à la personne, tu es belle, tu es beau ce matin. Tout à fait. C'est-à-dire qu'il y a des intelligences artificielles. On peut prendre quelqu'un de virtuel finalement, enfin c'est une intelligence virtuelle qui va aller dans ton sens pour te dire, te valoriser en fait, et te donner entre guillemets un amour virtuel. Alors moi je pense que ce serait bien de le laisser parce que c'est une vraie question, mais je ne savais pas que ça existait. C'est-à-dire que tu vas sur une application d'intelligence artificielle et tu lui dis j'ai besoin d'être flatté, j'ai besoin de compliments. J'ai besoin d'un compagnon ou d'une compagne. C'est carrément ça. Ça devient, oui, absolument. Donc quel regard toi tu as sur cette évolution-là, qui est loin d'une réalité, d'une confrontation justement humaine. L'intelligence artificielle que je connais, c'est une intelligence artificielle qui a poussé les moteurs de recherche plus loin et qui permet de faire des recherches scientifiques, par exemple, de façon plus rapide, plus complexe, et en donnant un certain nombre d'informations, où j'aurais dû, par exemple, faire une dizaine de manipulations avec un moteur de recherche classique. Et bien là, avec une requête sur l'intelligence artificielle, je vais obtenir ces 10 informations que j'aurais faites sinon séparément. Mais là, on va au-delà. On va au-delà du gain de temps. On va vraiment on rentre dans l'intimité. On peut rentrer dans l'intimité pour trouver quelqu'un à sa façon. La question que je me pose, et je n'ai pas encore de patientes et de patients qui ont testé ce type d'intelligence artificielle, donc je ne peux pas en parler en tant que thérapeute, mais la question que je me pose, c'est la personne qui choisit une compagne ou un compagnon virtuel artificiel le sait. Oui, le fait consciemment. Le fait consciemment. Et donc, quand elle reçoit un compliment ou une phrase peut-être un peu émoustillante, je sais pas, elle sait, cette personne, que c'est du virtuel, que c'est du faux. Elle sait, mais ça va remplir aussi son besoin son manque de fusion, comme les likes des réseaux sociaux. Alors donc effectivement, ce serait utiliser l'intelligence artificielle, c'est intéressant de le dire, ce serait utiliser l'intelligence artificielle de façon plus poussée en disant finalement les réseaux sociaux ne m'apportent pas assez, donc j'ai trouvé mieux. Mon compagnon ou ma compagne artificielle m'apporte plus que les réseaux sociaux, et ce serait comme une espèce de perfectionnement de la logique artificielle du réseau social pour avoir mieux avec l'intelligence artificielle. Bon, moi je suis très surpris et je ne sais pas trop quoi dire, mais j'ai pas envie de porter de jugement parce que ça ne me regarde pas et puis je ne suis pas là pour ça. Mais simplement, je ne peux qu'inviter les personnes qui le font à rester bien conscientes qu'il s'agit d'une plateforme de calcul 010101 qui, en fonction de ce qu'on lui demande, va répondre dans le sens de notre demande. Et que donc c'est simplement une forme on pourrait dire de masturbation finalement. Hein. J'ai envie de me donner du plaisir et je le fais non plus avec ma main, puisque masturbation ça vient du mot main, mais je le fais avec l'intelligence artificielle, c'est-à-dire que je demande à cet outil de me procurer des satisfactions et du plaisir. Et en étant dans la conscience que non seulement c'est une forme d'auto-plaisir, et je le dis sans jugement, mais que c'est mieux que les personnes en soient conscientes, mais qu'en plus cet auto-plaisir repose sur quelque chose de complètement artificiel qui vient de moteurs de calcul, et non pas des mots, parce que l'intelligence artificielle, elle ne crée pas des mots, elle fait des calculs. Ça, c'est très important de le savoir. Que ça vient donc de moteurs qui font des calculs pour être au plus proche de ma demande. Quelle est la valeur de la réponse que j'obtiens? Est-ce que, voilà, quelle valeur j'accorde à la réponse que j'obtiens et est-ce que c'est vraiment satisfaisant? En tout cas à long terme. Donc posez-vous cette question et puis vous verrez ce que vous avez envie de faire
avec ces outils de calcul artificiel. Merci pour cet éclairage en tout cas, et puis le fait de se reposer tout le temps les questions, de prendre cette hauteur. Tu parles également de fusion avec la nature. Hein, donc là, on va revenir vraiment dans du concret, ce qui nous entoure vraiment. Donc comment on peut fusionner et avoir un amour pour la nature, et puis qu'est-ce que ça peut procurer pour notre bien-être. Alors ça, c'est très très important, et c'est aussi quelque chose qui m'a été dit lors de la sortie du premier livre. Là, c'était une collègue, Marie-Jeanne Gendron-Garnier, je dis son nom parce que c'est une collègue extraordinaire, qui a une vie spirituelle très importante, Marie-Jeanne, et qui va en Inde, a une maîtresse spirituelle hindoue, dont elle a la photo dans son salon, à l'endroit où elle médite. Et quand mon livre est sorti, qu'on en a discuté, elle m'a dit, mais pour moi, la fusion, c'est vraiment la fusion spirituelle avec le grand tout, avec la conscience universelle. Et c'est ce dont je fais l'expérience dans mes méditations. Et là aussi, je me suis dit, bing! Voilà encore quelque chose que j'ai complètement oublié, et à côté de quoi je suis passé. Et je la remercie, merci Marie-Jeanne, je la remercie de m'avoir dit ça très franchement, parce que justement, c'est ça l'ouverture d'esprit. Et c'est là que nos relations sont extraordinaires, et à mon avis, on n'obtiendra jamais ça avec l'intelligence artificielle. C'est là que nos vraies relations sont très très précieuses, parce que l'autre apporte de l'autre, apporte son altérité. Et donc, quand j'ai écrit ce livre, je me suis dit, oui, je vais me pencher aussi sur la question de la fusion avec l'infini. Le sentiment océanique était mal vu en psychanalyse parce que Freud l'avait pas très bien compris dans sa correspondance avec Romain Rolland, mais on s'est rendu compte plus tard que le sentiment océanique est très très important, le sentiment de fusionner avec l'infini. Et puis on voit bien avec nos patientes, nos patients, nos amis et nous-mêmes que depuis que nous sommes tout petits, à certains moments dans la nature, un rayon de soleil, le bruit d'un ruisseau, les vagues, le vent dans les feuilles, le chant des oiseaux, un animal comme une biche qu'on voit dans une forêt, ou toutes sortes d'autres choses. Il y a des instants, je vais dire bénis, c'est le mot qui vient, mais c'est sans connotation religieuse, des instants bénis, des instants extraordinaires, ou même des moments, parfois ça dure plus longtemps, où nous sentons cette osmose avec la nature. Et à travers cette osmose avec la nature, à travers cette fusion avec la nature, une forme d'unité avec le cosmos ou l'infini. À mon avis, ça c'est le fondement de toutes les expériences spirituelles. Après, on va mettre là-dessus des mots. Dieu, l'âme universelle, la conscience supérieure, etc., etc., ou d'autres mots encore plus précis. Peu importe les mots qu'on met. Ce qui compte, c'est l'expérience qu'on fait. Et effectivement, beaucoup de personnes vivent et ont vécu et vivent ce sentiment de fusion ou de communion ou d'unité avec la nature et, au-delà, avec l'infini ou avec Dieu. C'est pour ça que dans le livre, je parle de Rumi, qui est un poète soufi extraordinaire, qui est aussi un poète de l'universalité spirituelle, qui est très important à l'heure actuelle où il y a tant de guerres de religion, dans tous les sens, des vraies guerres avec des armes, ou alors des guerres politiques entre courants spirituels différents, ce qui est absolument aberrant, alors que toutes les spiritualités finalement convergent dans le cœur, dans l'amour et dans la joie, pour reprendre le thème de ton podcast. Donc ça m'a semblé très important de parler de la fusion à ce niveau-là, la nature, la forêt par exemple, les Allemands avec la Wildeinsamkeit, pardon pour mon accent, parle de l'unité avec la forêt, ce sentiment d'unité, c'est même le sentiment d'unité avec la forêt. Et chacun de nous peut avoir vécu quelque chose comme ça, qui fait le lien entre la nature et l'expérience spirituelle. Et le mysticisme, c'est ça en fait. C'est pas quelque chose de religieux en soi. Le mysticisme, c'est proprement l'expérience spirituelle vécue dans le corps grâce à la nature. Et le fait de savourer ces moments précieux, est-ce que c'est pas ce qu'on appelle aussi la béatitude? Tout à fait. Et c'est bien de désacraliser ces mots-là. La béatitude, c'est ça. C'est exactement ça. Et on a besoin de vivre la félicité, la béatitude. Un artiste qui crée, est-ce qu'il crée donc, est-ce qu'il a cette fusion avec l'art qu'il peut créer aussi dans la matière? Et quelle est un peu son idée aussi de prolongement après sa vie, de laisser ses œuvres aussi pour les autres humains? Alors, c'est un exemple extraordinairement important et très juste, l'exemple de l'artiste qui crée,
parce que ça nous montre vraiment le bon côté de la fusion. L'artiste qu'il crée, il est dans un flux créatif d'inspiration que les anglo-saxons appellent le flow. On est dans ce flux d'inspiration créative, que ce soit la peinture, la sculpture, l'écriture, mais aussi, je parle de danseurs dans le livre, parce que j'aime beaucoup la danse. Puis je voulais parler d'hommes, pas simplement de femmes qui dansent, mais d'hommes qui dansent, et qui expriment à quel point ils sont dans un flux de fusion avec leur corps, avec l'énergie, avec leur partenaire, avec la musique, avec le rythme, et que tout ça montre qu'on peut vivre la fusion interne et externe, ou en tout cas une fusion rayonnante dans la création artistique ou l'expression artistique, et que c'est aussi ce qu'on vit dans la relation. Finalement, les artistes, ils le portent au plus haut degré, ça rejoint l'expérience mystique, ils le portent au plus haut degré, et ça montre que la fusion, ça n'est pas dangereux. Un artiste qui crée une œuvre, il n'est pas mort d'avoir fusionné au moment de la création de son œuvre. Et le danseur qui fusionne avec la musique, ou le chanteur ou la chanteuse qui fusionne avec l'œuvre, ou le violoniste, peu importe, l'instrumentiste, ces artistes, ils fusionnent complètement avec l'œuvre qu'ils jouent, avec les énergies de cette œuvre et leurs propres énergies, et c'est un moment comme ça. C'est une expression du vivant. Oui, c'est une expression du vivant, voilà. Merci. Alors si on reprend le début du livre, il y a un paragraphe aussi qui me paraissait important, que la fusion est la plus significative a lieu à l'intérieur de soi, par une fonte des repères, une dissolution des limites, une levée des limitations et disparition des résistances. Ça veut dire que l'amour fusion, finalement, c'est l'amour de soi-même aussi? Alors oui, l'amour de soi-même qui est vécu à travers l'amour de quelqu'un d'autre, l'amour de l'autre pour nous qui enrichit l'amour que nous avons pour nous-mêmes, et l'amour de nous-mêmes en tant qu'être humain, partageant une expérience humaine. Tu parlais de tout à l'heure d'expression du vivant, c'est ça, hein, l'expression du vivant humain permet l'amour de soi-même à travers l'amour de tout ce qui est humain. Donc c'est pas du tout un amour égocentré ou replié sur soi, c'est un amour qui est tout le temps en relation, soi, l'autre, le vivant, l'humain, etc. Et qu'effectivement l'expérience de la fusion, c'est avant tout cette expérience d'un dépassement des limites, c'est comme si ces limites fondaient et nous permettent d'avoir la fonte de ces limites permet d'avoir une conscience élargie, une conscience élargie, une conscience plus vaste, une expérience plus grande, voire infinie, de ce qu'est l'amour, de ce qu'est la joie, de ce qu'est la relation, de ce qu'est l'humain, et surtout de ce qu'est le vivant. Donc c'est une vraie ouverture, hein, c'est une Oui, vraie ouverture. oui. Est-ce qu'il y a un passage aussi dans le livre qui t'a le plus ému, qui t'a le plus touché? Je dirais que c'est le passage concernant la nature, parce que tout ce qui est amitié, amour, et même art, puisque j'ai la chance d'être un artiste amateur, je m'y attendais un peu. J'ai été heureux de découvrir tout ça dans l'enquête, dans les films, les romans et les témoignages d'artistes. J'ai été heureux, mais je le savais plus ou moins. Enfin, j'en avais la connaissance, disons. C'est pas un savoir, c'est une connaissance par l'expérience humaine de mon existence. En revanche, concernant la nature, moi j'aime beaucoup la nature et je passe du temps dans la nature et j'ai des belles expériences d'illumination ou de contemplation ou d'extase dans la nature. Mais j'ai été, oui, très touché, très heureux de sentir que c'était vraiment partagé par tous les humains. Et je m'appuie aussi sur une très belle conversation avec Christian Bobin, qui, voilà, ça c'était un moment très heureux de l'écriture de ce livre. Et donc, quel est le dernier message que tu pourrais donner en conclusion pour illustrer ce qu'il faudrait retenir de ce livre, donc Amour Fusion? D'oser vivre nos relations pleinement jusqu'à l'infini, l'infiniment grand, l'infiniment petit, dans notre cœur, dans la relation avec l'autre et au-delà, avec la nature, le cosmos, d'oser vivre vraiment toutes nos relations et de leur consacrer du temps, de les savourer, comme tu disais. Donc l'amour au sens large. L'amour au Très sens large. large, oui. Merci beaucoup, Saverio. Avec joie, avec grande joie. Et à très bientôt pour une nouvelle conversation.